Voilà, donc je vais inviter, sans autre forme de transition, nos invités à la table ronde qui débute cet après-midi consacrée aux attentes des acteurs. Alors c'est une façon, comme une autre, de revenir sur un certain nombre de messages qui ont déjà été exprimés ce matin, mais c'est l'occasion de le faire pour d'autres intervenants qui pourront s'exprimer sur les mêmes sujets ou sur d'autres. Alors je vais encore une fois sans protocole inviter nos invités. Alors nos participants, ils sont très nombreux, ils sont 9 à cette table ronde, ce sera le record pour la journée. Autant vous dire que leur temps de parole sera compté si nous voulons maintenir un temps d'échange avec vous. Donc je les remercie d'avance pour leur esprit de synthèse et leur concision. Je vais donc appeler M. Alain Castagnol, qui est coprésident de la commission bois domestique du CERF, qui est par ailleurs fabricant de foyers de cheminée. Francis Claude Pierre, président de l'Association des agriculteurs méthaniseurs de France, qui est lui-même agriculteur en Lorraine, près de Baccarat. Thierry Genoux, qui est directeur général adjoint de Sauven, la filiale d'approvisionnement de Cofili NJ. Alain Jacquet, qui est président du directoire de Silvowatt, une union de 4 coopératives chargées de la commercialisation de leur bois énergie. Pierre de Montlivaud, directeur général de Dalkia Biogaz et vice-président biogaz à CRFBE. Muriel Olivier, vice-présidente de la FNAD, la Fédération nationale des activités de dépollution et de l'environnement. Jérôme Bignon, directeur chargé des relations administratives avec les administrations françaises et européennes chez Cristal Union. Nicolas Rialan, responsable éthanol et bioénergie de la CGB, la Confédération générale des planteurs de betteraves, et par ailleurs vice-président biocarburant au CRFBE. Et enfin Martial Sadier, qui est député de Haute-Savoie, que je voudrais remercier particulièrement pour sa présence en cette journée de rentrée de parlementaires. Merci pour votre présence parmi nous, en tout cas, pour pouvoir consacrer un peu de temps à nos échanges. Alors, comme je le disais, je pense que d'une certaine manière, nous avons déjà répondu, au moins partiellement ce matin, les uns et les autres, à certains points, certaines parties de cette question sur les attentes des acteurs, dont vous faites partie. Et c'est ce que je vais vous proposer de faire, donc de manière, vous l'avez compris, particulièrement succincte, mais bien évidemment dans le contexte de ce qui a déjà été évoqué depuis les introductions de ce matin, les mécanismes de soutien qui ont sensiblement évolué ces dernières années, les objectifs ambitieux fixés par la loi de transition énergétique, pour la croissance verte, pour la programmation et par la programmation pluriannuelle de l'énergie. Bon, des améliorations qui sont bien compris, on l'a bien compris, encore nécessaires et attendues, afin de déployer l'ensemble des potentiels de la biomasse qui nous intéresse aujourd'hui. On pourrait évoquer également la directive européenne sur les énergies renouvelables. Tout cela illustre le contexte dans lequel nous nous exprimons depuis ce matin. Et pour commencer, je vais reprendre un petit peu le même principe, le même procédé que de faire un point d'étape, à faire une photographie après 2 ans passés depuis le dernier colloque consacré aux bioénergies. Où en est-on aujourd'hui? Quel bilan on peut en faire? Quelles évolutions récentes vous paraissent positives? Parce que, semble-t-il, il y en a quand même, ça a été dit ce matin déjà, même si vous aspirez à des évolutions parfois plus rapides ou plus sensibles encore. Donc celles qui vont dans le bon sens, si possible, pour commencer. Alors sans protocole, je vous laisse prendre le micro pour qui veut s'exprimer. Monsieur de Montlivaud, vous êtes près d'un micro, je vous laisse ouvrir le débat, en tout cas le premier tour de table. Je m'adresserai en priorité, s'il le souhaite, aux représentants du CERF à travers vos différents mandats. Et je vous laisse nous faire cet état des lieux dont je parlais, auquel nous avons déjà procédé ce matin, par rapport aux attentes des acteurs que vous êtes. Quels sont les points d'avancée qu'on peut constater depuis ces dernières années? Bonjour à tous. Donc, en tant que vice-président CRFBE pour le biogaz, je suis déjà extrêmement heureux d'être à cette table ronde avec monsieur Claude Pierre de l'AMF. Ça marque quelque chose d'extrêmement fort qui nous a unis pendant près de 2 ans de travail. Vous mentionniez cette période de 2 ans, qui visait ensemble à convaincre les pouvoirs publics que sur le biogaz, il y avait des gens qui étaient prêts à y aller, il y avait des gens qui s'étaient engagés à y aller, mais qu'il fallait regarder les choses en face et donner le coup de pouce indispensable pour permettre à ces gens tout simplement de survivre. Donc les 2 années passées, ça a été un travail extrêmement important pour que sur la cogénération biogaz, on s'entende avec les pouvoirs publics. Ça s'est traduit par des résultats. Donc aujourd'hui, regardons pas la difficulté qu'on a eu à obtenir ces résultats. Regardons ces résultats, soyons-en heureux. On a revalorisé le tarif
et on l'a prolongé de 15 à 20 ans sur les cogénérations biogaz. C'était juste fondamental parce que, vous le savez tous, le biogaz, c'est une énergie formidable qui concilie énergie renouvelable et économie circulaire, mais c'est au prix d'un investissement de départ capitalistique. Ça coûte cher à construire. Et cette construction chère, elle fait suite à un temps de développement assez long, parce qu'il faut rassembler tous les acteurs de l'amont et de l'aval. Je pense à l'épandage des digestats pour réussir le projet. Donc il faut qu'on ait de la visibilité dans la durée sur la vente de l'énergie. Donc c'est ce qu'on a réussi à faire sur le biogaz. Et maintenant sur l'injection de biométhane, c'est presque un fait exprès. On peut se satisfaire de ce qui a été annoncé hier par le gouvernement, quelque chose qu'on attendait là aussi depuis un certain temps. Le fait que le réseau de distribution de gaz puisse prendre en charge une partie du coût de raccordement des projets d'injection de biométhane au réseau. C'est important parce que c'est une évidence, mais il faut quand même le rappeler, le réseau de gaz n'est pas partout en France. Et dès lors qu'on s'intéresse au biogaz, on s'intéresse beaucoup au monde rural. Et donc avoir une possibilité de tirer des tuyaux un peu plus longs grâce à cette prise en charge de 40% des coûts par le réseau de gaz, c'est une bonne nouvelle. Donc, puisqu'on doit être court, je vais juste m'arrêter là en disant qu'on est encore là et on est prêt à prendre notre envol. Je parle de tous les partenaires et les acteurs du biogaz. Donc on est prêt à prendre notre envol, il faut juste nous aider à ce qu'on évite de se brûler les ailes. Merci Pierre de Montlivaud. Alors je vais continuer, vous l'avez compris, les tables rondes qui ont été organisées aujourd'hui sont très transversales puisqu'il y a des représentants de chacune des bioénergies qui nous intéressent aujourd'hui. Donc sans aucun protocole ni autre règle de priorité, je vais proposer à un autre représentant du CER, puisque vous y avez mandat, c'est monsieur Rialan, pour nous parler des biocarburants. C'est plus le secteur dans lequel vous versez, pour nous faire le même état des lieux en quelque sorte. Oui, bonjour. Sur les biocarburants, ce qu'on peut dire, c'est que on y est allé depuis plus de 10 ans. Chaque filière française, donc le biodiesel et le bioéthanol, a investi 1 milliard d'euros dans des outils industriels performants. Donc aujourd'hui, les résultats sont là aussi. On a un taux d'incorporation de biocarburants dans les carburants en France de 7,5% pour l'année 2016. Donc on fait partie des pays européens les plus avancés de ce point de vue-là. Malheureusement, je dirais, notre vie n'est pas un fleuve tranquille parce que il y a des débats qui n'en finissent pas. On pensait que ça avait été tranché en 2015 avec une directive dite de changement d'affectation des sols. Et le débat a été clos. Il a abouti à ce que la contribution des biocarburants de première génération soit plafonnée à 7% en 2020. Et aujourd'hui, on a sur la table une proposition de directive énergie renouvelable 2 pour l'horizon 2020-2030. Et à cette occasion-là, la Commission européenne, de façon incompréhensible, réouvre le débat et propose de plafonner la contribution des biocarburants de première génération à 3,8% en 2030, c'est-à-dire elle organise une sortie progressive. En parallèle, une montée en puissance progressive des biocarburants de deuxième génération, dont on fait le constat, nous, qu'ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas à maturité technologique en particulier, ni économique. Et donc, on considère que la Commission se trompe de route, qu'il conviendrait plutôt d'additionner les solutions plutôt que de les opposer. On est très attachés, nous, à ce que ce 7% qui a fait l'objet de longs débats en Europe, tout est sur la table. Depuis, il n'y a aucun élément nouveau qui irait dans le sens de revoir ce qui a été défini dans le compromis. Et donc, on considère qu'il faut maintenir ce 7% et additionner à ces 7% la deuxième génération en prenant en compte la réalité du rythme de leur développement. Merci Monsieur Rialan pour cette synthèse d'un certain nombre de choses qui ont déjà été dites ce matin, mais effectivement j'imagine que ça sera votre message principal et récurrent aujourd'hui. Je me tourne vers Madame Olivier. Muriel Olivier, donc vous êtes vice-présidente de la FNAD, de la Fédération nationale des activités de dépollution et de l'environnement. Vous allez nous expliquer dans votre domaine de compétences, dans vos prérogatives, qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui en termes de bilan. Là, on a déjà fait un peu de prospective, puisque au-delà de tout ce qui a pu évoluer positivement, on vient de parler de choses qui risquent d'évoluer un peu plus négativement. Mais ceci dit, vous pouvez faire quand même un bilan objectif, j'imagine, de ce que vous avez vécu ces dernières années.
Merci. Bonjour à tous. Donc, juste un petit mot sur la FNAD. Donc, c'est la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement, qui regroupe 8 syndicats, 232 entreprises, 51 000 salariés, et en gros qui regroupe donc les opérateurs de la gestion des déchets, de la collecte au traitement final en passant par le recyclage, et qui regroupe également des bureaux d'études et des constructeurs dans le domaine de la gestion des déchets et de la dépollution des sols. Donc en fait, aujourd'hui, le message que je voudrais porter par rapport à l'état des lieux, c'est que l'énergie déchet et l'énergie de récupération est aujourd'hui un potentiel énergétique insuffisamment exploité. Alors je m'explique un petit peu. Alors tout d'abord, on est dans un colloque bioénergie. Moi, je vais parler d'énergie déchet, d'énergie pas 100% renouvelable, mais partiellement renouvelable. Donc je ne sais pas s'il faut se mettre sous ce vocable bioénergie. Il y a pas mal il faut faire attention au vocabulaire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que soit on est 100% renouvelable, soit on est 100% fossile. Sauf qu'entre les deux, il y a l'énergie de récupération qui peut être un atout de développement économique des territoires et dont on parle finalement peu. On le voit au niveau de la directive énergie renouvelable, là c'est que l'énergie renouvelable. Bon. Et c'est vrai que l'énergie de récupération, c'est une énergie qui est produite localement, qui est partiellement renouvelable. Qui se substitue à une énergie fossile, notamment quand on produit de la chaleur, donc énergie majoritairement importée. Et donc c'est vraiment quelque part un bénéfice à la fois environnemental et un bénéfice sur la balance commerciale d'utiliser cette énergie locale. Alors, pourquoi on est dans cette situation ? C'est vrai qu'aujourd'hui, l'énergie déchet, ça fait partie en France de la politique déchets, avant tout, avant la politique énergie. Et c'est vrai qu'il y a un certain risque à ce que l'énergie déchets, la valorisation énergétique des déchets viennent en compétition avec les activités de recyclage. Donc tout l'enjeu de la transition énergétique et de la transition vers l'économie circulaire, ça va être d'aller mobiliser les gisements à la source, donc développer le tri à la source des biodéchets, des recyclables au niveau des ménages et des entreprises. Ça va être de construire les installations de tri, de recyclage, de valorisation organique des déchets pour atteindre les objectifs de recyclage. Et in fine, si on arrive à faire tout ça en amont, on aura bien des déchets résiduels à l'aval pour en faire une valorisation, enfin pour les valoriser énergétiquement. Et in fine également diminuer les activités de stockage, puisqu'il y a un objectif de diminution de 50% du stockage de déchets entre 2010 et 2025. Et donc très clairement, la valorisation énergétique des déchets, ça vient en substitution du stockage, et ça ne doit pas venir en substitution du recyclage, très clairement. Voilà, donc c'est tout l'enjeu de la transition énergétique. Alors il y a eu quand même des avancées. Il y a eu, voilà, c'est ce que j'allais vous demander, puisqu'il y a eu des choses qui ont évolué en termes de nomenclature, en termes de classement, en termes de statut pour certains déchets. Les choses ont évolué positivement à vos yeux pour éclaircir un peu les choses. Les choses ont évolué positivement, déjà avec, on voit dans la loi l'arrivée d'une nouvelle filière, alors nouvelle pour la France, pas nouvelle pour les autres États membres, mais en tout cas on voit l'arrivée d'une volonté de développement de la filière CSR, donc combustible solide de récupération, donc j'en reparlerai peut-être un petit peu après, qui s'est traduit par tout un dispositif réglementaire qui permet quelque part de répondre aux attentes de l'ensemble des parties prenantes sur la valorisation énergétique. Donc je pense qu'on y reviendra après. Mais voilà, donc c'est une vraie avancée. Maintenant, il faut développer cette filière. Il y a des premiers dispositifs d'aide qui se sont mis en place en France. Il faut continuer, voire, je dirais, augmenter ces aides pour si on veut atteindre les objectifs d'ici 2025, notamment de détournement des déchets du stockage. Merci Madame Olivier. On va terminer ce tour d'horizon, puisque pour l'instant on a évoqué les biocarburants, le biogaz, les déchets. On va bien sûr évoquer le bois. Monsieur Genoux, peut-être pour commencer, si vous voulez bien, pour nous faire un petit peu aussi ce bilan que vous pouvez faire de l'évolution récente, on va dire à moyen terme, de ce que vous avez pu constater de positif. J'imagine qu'il y a des choses et des attentes, des doléances. C'est un petit peu le comptoir des doléances d'ailleurs, cette table ronde, que de rappeler justement quelles sont vos attentes pour l'avenir, pour le futur. Mais chacun pourra s'exprimer, chacun dans son domaine, sur ce sujet, avant de nous tourner une première fois vers la salle, comme d'habitude pour chacune de nos tables rondes. Mais je vous laisse continuer ce tour d'horizon pour bien éclairer, bien planter le décor des sujets qui vous intéressent et qui vous préoccupent. Monsieur Genoux. Bonjour à tous. Alors, si je veux être positif, il faut que je remonte un tout petit peu plus dans le temps, si vous me le permettez, avec un marché qui a cru énormément, enfin, c'est une évidence, qui a cru de manière significative,
pour aujourd'hui se retrouver sur un palier. Et c'est malheureusement l'actualité la plus récente de notre filière, c'est qu'après avoir démontré qu'elles étaient capables de se structurer, toutes les entreprises forestières et toute cette filière du bois énergie se retrouvent, et du bois en général, se retrouvent un peu freinées en ce qui concerne le bois énergie par le manque de projets. Donc ma doléance à moi, si vous le permettez, c'est de trouver le moyen, et on en parlera tout à l'heure, de redynamiser ces projets, parce qu'aujourd'hui on entend encore trop souvent que le problème du bois, c'est un problème de mobilisation, on déforeste, et je trouve que ça a été très bien dit ce matin. Le sujet n'est pas la déforestation. En France, je rassure, et je crois que je n'ai pas besoin de le faire dans cette assistance, aussi souvent que je le peux, on ne déforeste pas en France. Le bois est durablement géré. Le problème aujourd'hui, c'est plus un problème d'adéquation de ressources qui est en surabondance et de projets qui est en ralentissement net. Donc le sujet, c'est plutôt ça aujourd'hui. Merci Monsieur Genot. On va rester dans le bois si vous le voulez bien, parce que vous représentez les utilisateurs, et vous avez pour ce faire, puisque vous les utilisez dans vos chaudières, dans vos installations, vous avez des fournisseurs, comme par exemple les coopératives que représente Monsieur Jacquet, qui se sont organisées ces dernières années justement pour produire de manière optimale, de manière efficiente. Dites-nous, Monsieur Jacquet, justement, ce qui a pu évoluer dans le bon sens, pour peu que vous puissiez trouver des points positifs dans cette dernière période. On passera tout à fait immédiatement dans la deuxième partie, évidemment, aux freins ou à vos aspirations en termes de levée de ces freins. Mais pour commencer, un petit peu l'exercice bilan aussi. Oui, bonjour à tous. Je vais rejoindre assez largement ce que vient de dire Thierry Genot, notamment le fait que les dispositifs d'incitation au développement de la consommation de biomasse pour l'énergie a vraiment porté ses fruits. Enfin, c'est un constat aujourd'hui. Si on se place du point de vue des producteurs forestiers ou des opérateurs de la forêt, eh bien, aujourd'hui, le constat, c'est que c'est le seul secteur d'activité consommateur de bois qui a progressé dans les 10 dernières années et progressé de façon très significative. Donc, on peut vraiment conclure que ces dispositifs ont porté leurs fruits jusque-là. Je suis également complètement en phase avec ce qui a été dit sur le phénomène de palier que nous connaissons aujourd'hui, alors même que la forêt a su s'adapter à la demande, à la nouvelle demande, et aujourd'hui fournir largement de bois, même de façon excédentaire par rapport à cette demande. Alors, ce qui est paradoxal actuellement, c'est qu'un certain nombre de dispositifs d'aide nouvelles, notamment pour l'amont forestier, sont en œuvre depuis quelques temps. Je pense notamment à un programme dont il a certainement été question ce matin, Dynamique Bois, mais qui tombe malheureusement au plus mauvais moment, parce que il a été réclamé depuis de longue date par les forestiers qui avaient besoin de cet accompagnement il y a 5 ans ou il y a 10 ans, et il arrive aujourd'hui alors que toute la filière forestière a fait ce qu'il fallait pour pouvoir d'elle-même accompagner ça. Voilà, enfin, je voulais profiter de cette tribune pour le dire, et puis ajouter également que quand il s'agit de dispositifs d'aide comme cela, il est important de veiller à leur simplicité de fonctionnement, ce qui n'est pas tout à fait le cas de ce type de dispositif malheureusement aujourd'hui. Merci Monsieur Jacquet. Pour terminer, enfin pas terminer, mais compléter ce tour d'horizon sur le bois, je vais demander à Monsieur Castagnol également, représentant plutôt les activités de bois domestique, de nous faire part de sa vision des choses, ce qu'il a pu vivre ces dernières années. Monsieur Salier, vous ne nous en voudrez pas de continuer un petit peu ce tour de table pour vous permettre, législateur que vous êtes, d'entendre un petit peu justement cette photographie, de découvrir avec nous cette photographie des acteurs. Monsieur Castagnol. Bonjour à tous. Donc effectivement, j'interviens au titre de la commission bois du SER, donc c'est-à-dire prioritairement les fabricants de poêles, de foyers, d'inserts. C'est une profession qui souffre depuis maintenant 3 ans. Il ne faut pas s'en cacher. Je pense qu'il y a des éléments très, très connus, des hivers qui ont été particulièrement doux et des prix du pétrole qui sont particulièrement bas. Notre profession, elle est constituée, sa colonne vertébrale, sur
les économies d'énergie. C'était particulièrement difficile de mettre ça en avant lorsque les coûts d'achat de fuel étaient aussi faibles qu'ils l'étaient jusqu'à présent. Et ça a constitué une véritable difficulté pour l'ensemble de la profession. Je dirais que ça, on a le sentiment malgré tout que les choses sont en train de revenir positivement. Il va lui laisser un peu de temps pour le vérifier. Si je dois dire quelque chose par rapport aux notions de besoin de la profession, je pense que la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la notion de visibilité. On a eu bien trop souvent, et encore d'ailleurs maintenant, des besoins d'attendre les dernières semaines du mois de l'année pour connaître les reconductions ou non, ou les modifications ou non des aides ou des crédits d'impôt. Et ça, c'est quelque chose qui nous a particulièrement perturbé sur l'ensemble de la profession depuis quelques années, parce qu'il y a eu régulièrement des attentes ou des annonces qui n'ont pas été suivies d'effet. Et ça, c'est jamais très favorable pour ce type de produit, parce que là, on s'adresse directement au grand public. Et donc, pour un particulier, ne pas savoir vers quoi il va, eh bien, c'est simplement la possibilité de reporter un achat. C'est le mot-clé de toutes vos interventions jusqu'à présent, y compris celle de ce matin, c'est cette notion de visibilité dont vous avez besoin en permanence. Visibilité et au minimum entre 2 et 3 ans. Sinon, nous sommes des industriels, aussi bien du bois mais que de la production, et il y a derrière des investissements qui quelquefois sont conséquents. Il faut qu'ils soient appuyés sur une certaine visibilité, oui, bien sûr. Merci beaucoup. Monsieur Bignon, si vous permettez, on va repasser un petit peu par le biogaz. Vous l'avez compris, c'est un peu le jeu de cette table ronde très transversale, très représentative, avec les agriculteurs méthaniseurs de France, monsieur Claude Pierre. Vous pouvez faire, vous aussi, si vous le souhaitez, un bilan de ces dernières années, sachant qu'il y a eu beaucoup aussi de travail qui a été fait dans le cadre de la méthanisation agricole. Vous pouvez nous dire où vous en êtes aujourd'hui. Vous y avez beaucoup contribué, d'ailleurs, en tant qu'association d'exploitants qui vous êtes investis dans cette filière. Et puis nous reviendrons tout à l'heure sur vos aspirations, mais dans un premier temps, peut-être un petit état des lieux aussi. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Alors, l'état de la filière, pour moi, ce n'est pas un grand succès. On a commencé à militer pour la méthanisation agricole en 2002. Aujourd'hui, on est seulement 300 agriculteurs qui profitent de cette technique. Il y a un plan qui visait à voir 1000 installations en 2020. Aujourd'hui, on sait que ça ne va pas aboutir, malgré que les conditions de rentabilité et de mise en œuvre de la technique, pour moi, n'ont jamais été aussi bonnes qu'aujourd'hui. Moi qui ai connu la préhistoire du biogaz agricole et à enfoncer des portes pour essayer d'exister, aujourd'hui, la réglementation a évolué, elle s'est simplifiée, le tarif a été amélioré significativement. Le Digesta vient d'avoir enfin un statut de produit. Tout ça fait qu'il y a une grande attente. Une conjonction de facteurs qui est plutôt favorable. Qui sont favorables. Malgré tout, les projets ont du mal à émerger. Vous avez entendu la dernière annonce, l'annonce récente qui date oui, hier, je crois, concernant bien le sûr prix qu'on de s'en raccordement. réjouit. On s'en réjouit, forcément. Il y a beaucoup de choses qui vont dans le bon sens et malgré tout, les projets ont du mal de sortir pour des raisons de financement. Juste pour rappeler, si vous permettez un peu d'illustration concrète, pour ceux qui n'auraient pas été parmi nous ce matin, on vient d'apprendre donc dans les annonces gouvernementales une réfaction de 40% sur, par exemple, les coûts de raccordement. Le raccordement au réseau pour l'injection de gaz dans le réseau, par exemple. Voilà, ça fait partie des mesures qui vont toujours dans ce sens. Ça va dans le bon sens, sauf qu'on a quand même du mal de progresser. Pour des raisons. Aujourd'hui, l'agriculture vient de subir 3 années difficiles en termes de prix, de conditions climatiques aussi, de mauvaises récoltes. Et les trésoreries des agriculteurs sont considérablement affaiblies, ce qui n'est pas aujourd'hui un terrain propice pour faire des gros investissements comme on est encore aujourd'hui dans la méthanisation. Donc vous nous direz je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Voilà, vous nous direz pourquoi tout à l'heure. Monsieur Bignon,
Si vous le voulez bien, on va revenir au biocarburant avec vous. Donc, je rappelle que vous représentez les producteurs planteurs de betteraves, donc le sucre, donc l'usage qu'on peut faire du sucre dans le cadre des biocarburants. Si vous me permettez, moi je peux faire les deux choses, donner mon état des lieux et puis mes revendications à la suite. Bien sûr. Alors je vais faire comme ça. Alors on peut donc, faire simplement, dans la foulée. donc, je représente le groupe Cristal Union. C'est un groupe sucrier basé en France. On a 10 sites industriels répartis dans les zones betteravières, bien évidemment, donc plutôt dans la partie nord-est de la France. Et nous produisons un peu plus de 2,5 millions de tonnes de sucre et 600 000 m3 d'éthanol. Donc on a investi dans la filière éthanol carburant suite aux directives européennes. Donc c'était au début des années 2000. Et tout à l'heure, quelqu'un disait ce dont on a besoin, c'est la visibilité. Mais nous, ce dont on a besoin au niveau communautaire, c'est surtout la cohérence. Car si en France, nous avons eu, malgré les différentes majorités, une continuité dans la politique pour les biocarburants, et c'est grâce à cela qu'on s'est développé. Au niveau européen, hélas, là, on est dans l'incohérence. Donc, juste pour rappeler les faits, donc, on a démarré avec nos investissements avec un objectif voté de 10% en 2020. Donc, on avait à peine fini nos investissements que la commission qui a le pouvoir d'initiative proposait de ramener cet objectif à 5%. Ça, c'était en 2012. On a eu 3 ans de discussion, pendant lesquels, bien sûr, les États membres n'ont rien fait en attendant de connaître le résultat. Donc finalement, on est tombé à 7% de limitation pour les biocarburants à partir de cultures alimentaires. Et à peine cette directive était sortie, c'était en 2015 que la Commission a remis sur la table une nouvelle proposition pour la période 2020-2030 qui l'a ramené l'objectif non plus à 7, mais à 3,8. Donc ce qu'on veut dire, nous, surtout en tant qu'investisseurs en zone rurale en France, c'est que les biocarburants de première génération, c'est un atout pour la France. Donc quand l'Union européenne prend des mesures contre les biocarburants de première génération, elle prend des mesures contre l'agro-industrie française. Parce que la majorité de la production, que ce soit en éthanol ou en biodiesel, est liée à l'agro-industrie. Donc l'industrie du sucre, l'industrie de l'amidon, qui travaille donc des céréales, et l'industrie des huiles. Donc ça, c'est vraiment le point fondamental. Donc ce qu'il faut, c'est remettre une cohérence au niveau communautaire. Et si je peux aussi donner, par exemple, un fait d'actualité, c'est que non content la Commission de réduire donc, les perspectives qu'elle avait données 10 ans plus tôt, elle propose de donner le marché restant pour ce qui concerne l'éthanol au Brésil, puisqu'on va négocier, bientôt les offres vont tomber sur l'accord Mercosur, et le prix à payer de cet accord, semble-t-il, c'est l'éthanol, donc on va sacrifier l'éthanol. Donc là encore, la répartition au niveau communautaire, c'est pas la même pour tous les États membres. Qui va payer, c'est la France. Je rappelle, nous, les Français, nous produisons à peu près un peu plus de 25% de la production d'éthanol. L'Allemagne est loin derrière, aux alentours de 15%. Donc là, il y a vraiment quelque chose à faire au niveau français pour trouver des coalitions et faire en sorte quand même que nos intérêts soient défendus. Merci Monsieur Bignon. Monsieur Sadier, merci de votre présence encore une fois. Voilà, vous avez pu entendre un certain nombre de réactions, de témoignages d'acteurs sur les situations à l'instant T, et après avoir rappelé quelques évolutions, positives ou pas. On a bien compris qu'elles sont plus ou moins compliquées selon les secteurs, selon les activités. Bien évidemment, vous pourrez réagir à tout ça, mais je pense qu'il sera intéressant de vous entendre pour commencer sur l'état des lieux du fonds Herbois que vous avez inventé, puis qui a en fait fait école aussi, puisque vous avez même créé la même chose, en quelque sorte, vous l'avez élargi au profit des entreprises. Vous allez nous expliquer tout ça, nous dire un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années, ce que vous avez porté et où nous en sommes aujourd'hui sur ce fonds Herbois. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité et quelque part d'avoir invité une partie très spécifique dont chacun maintenant a entendu parler, la vallée de l'Arve, qui mène à Chamonix-Mont-Blanc, qui part de Genève et qui mène à Chamonix-Mont-Blanc, qui je crois va intéresser tous les intervenants et madame. En fait, nous avons été assez surpris il y a maintenant 6 ou 7 ans par des études scientifiques où la biomasse, la bioénergie, le bois, est arrivé en discussion par le biais de la qualité de l'air. Et je rappelle qu'il y a 46% de la population française qui vit, à l'heure où on se parle, dans une zone géographique qui a ponctuellement ou conjoncturellement, quasiment toute l'année, des problématiques de qualité de l'air. Et la deuxième surprise, ça a été dans un département où la moitié du département est couvert par la forêt, comme beaucoup de départements de montagne, et où la cheminée, le chalet savoyard,
La maison individuelle fait partie des traditions. On ne construit pas une maison et même un immeuble dans un département comme la Haute-Savoie sans qu'il y ait une cheminée. En tout cas, on ne le construisait pas. Et très rapidement, pour faire court, on s'est aperçu que nous avions des dépassements de particules fines extrêmement importants. 57% de ces particules fines sur l'ensemble de l'année étaient liées au chauffage bois. Et quand on ramène pendant les pics de pollution, tracés au carbone 14, on monte à plus de 70% ou 80% des émissions de particules fines qui étaient liées aux cheminées. C'est pas peu dire quand on sait aussi l'importance du trafic routier qui existe dans la vallée, oui, par exemple. Oui, mais paradoxalement, en ce qui concerne les particules fines, le problème, c'est pas les poids lourds, et contrairement à ce que tout le monde pensait, notamment suite à la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc et aux problématiques qui est valable d'ailleurs en Maurienne, comme dans la vallée de l'Arve du transport transfrontalier des poids lourds. Tout le monde se focalisait sur les camions parce que c'est visuel. Mais les études scientifiques ont montré que sur les particules fines, la problématique numéro 1, et de loin, et de très très loin, était le chauffage bois. Donc c'est partant de ce constat que vous avez Donc pris. Partant de ce constat de initiative. solution, débat, vous le savez, vous en avez entendu parler, la filière notamment de ceux qui étaient pour l'interdiction des cheminées. Je me voyais mal, moi comme d'autres, interdire les cheminées, en France comme ailleurs. Et puis, deuxième débat, c'est plutôt ma philosophie de dire si on demande à quelqu'un, un particulier ou un industriel, d'aller plus loin que la norme, puisque si on demande de supprimer les foyers ouverts, les vieux poêles et les vieux inserts pour mettre des inserts flammes vertes 5 étoiles hier et 7 étoiles demain, si on demande dans ce pays à quelqu'un de faire un effort et qu'il va au-delà de la norme, ça veut dire qu'il faut que la puissance publique lui donne un coup de main, si on va au-delà de la norme. Et donc, partant de ce constat, on a mis en place en 2013 ce fameux fonds Airbois, financé à moitié par l'ADEME. L'autre moitié est répartie équitablement entre la région, le département et les communautés de communes. Et pour faire court, on a mis 1 000 € sur la table, puis maintenant 2 000 € à toute personne qui nous donne un diagnostic d'un chauffage défectueux au bois et qui met un insert flamme verte. Et puis nous venons de mettre le même dispositif en place pour toutes les scieries, les petits ateliers de menuiserie, toutes les entreprises qui se chauffent avec des résidus de bois pour qu'ils mettent de la filtration ultime sur leurs entreprises, de manière à ce qu'on puisse faire perdurer ce chauffage au bois au niveau industriel, où on finance à 40% la totalité de la filtration. Aujourd'hui, on approche les 3 000 sur les 10 000 qui était l'objectif de foyers défectueux qui sont couverts. Et on a fait baisser de 30% les émissions de particules fines dans la vallée, avec encore une fois une participation collégiale de tous les financeurs publics. Merci, Monsieur Sadier, pour ce rappel. Donc, effectivement, avec des effets mesurables assez rapidement. Monsieur Castagnol, justement, je reviens vers vous par rapport à ça. Je ne sais pas si vous avez des informations spécifiques par rapport à la vallée de l'Arve ou à la Haute-Savoie en particulier, mais est-ce que ce type de dispositions qui pourraient justement contribuer demain à aller plus loin dans l'utilisation du bois domestique dont on vient de parler. Et puis, on a bien compris aussi, avec une intention vertueuse et bienveillante, l'utilisation de l'industrie, des industries liées au bois, de leurs propres sous-produits. Donc, tout ça est très cohérent. Oui, pour ce qui concerne le chauffage des particuliers. Et puis, si vous le permettez, pour notre gouverne, pour les plus profanes d'entre nous, M. Sadier vient de parler de flamme verte 5 étoiles, flamme verte 7 étoiles. Juste un petit éclairage là-dessus, vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? C'est un label. La flamme verte est un label porté par le SER. Et donc, effectivement, avec des graduations qui sont données selon certains critères C'est lié à l'émission des particules, de performance, rendement, de particules, etc. Et effectivement, maintenant, les appareils dits de dernière génération sont à minimum, doivent être sur des bases 7 étoiles. Donc, ce sont différents éléments de performance qui assurent justement, et ça, on rentre bien dans le sujet, que les produits nouveaux, les produits récents, qui sont porteurs de ces niveaux de qualité-là, émettent 40 fois moins de particules et c'est même potentiellement plutôt 50 fois moins. Et ça, c'est aussi l'une de nos demandes, c'est de dire que les fonds en Airbois sont une très bonne solution, et ce qu'on souhaiterait, c'est qu'ils soient étendus. Parce qu'effectivement, ça va dans le sens vertueux de remplacer des appareils défectueux, voire même de fermer des cheminées ouvertes par des appareils de chauffage au bois de bonne qualité. Et ça, c'est un élément contributif de la baisse des taux de particules liés à la combustion du bois qui est évidente.
Merci, Monsieur Castagnol. Monsieur de Montlivaud, vous, le problème est un peu différent, parce que j'imagine qu'au niveau industriel, les normes sont ce qu'elles sont depuis longtemps. Le problème est peut-être moindre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres freins liés à votre activité ou qui pourraient ralentir votre activité, qui mériteraient d'être levés demain ou qui devraient faire l'objet de soutien? Je vous laisse revenir sur cette deuxième partie et réintroduire, en quelque sorte, à travers votre propre vision du CERF, notamment. Oui, je vous disais tout à l'heure qu'il fallait nous permettre de réussir notre envol. Pourquoi je dis ça? Par exemple, dans la file d'attente des projets d'injection de biométhane, il y a 285 projets, alors qu'il n'y en a que 35 en fonctionnement aujourd'hui. Donc vu rapidement, on se dit mais merveilleux, tout va bien, tous les voyants sont au vert, ça va décoller tout seul. Or, le problème qu'on a, c'est que typiquement, quand on a une bonne nouvelle d'un côté, si on a une mauvaise nouvelle de l'autre, le château de cartes tombe. Donc la nouvelle d'hier sur le raccordement au réseau de distribution de gaz est une très bonne nouvelle. Ceci étant, il faut la remettre dans son contexte d'aujourd'hui, qui est que le tarif d'injection de biométhane, aujourd'hui, n'est pas encore notifié à Bruxelles. Alors, on souffre souvent de ce problème dans l'injection de biométhane, qui est de passer après toutes les électricités d'origine renouvelable dans les grands débats avec la Commission. Bon, ceci étant, maintenant, il est quand même temps qu'on passe sous les fourches codines de la Commission, et ça, il faut le faire en bon ordre. Et pour le faire en bon ordre, ça veut dire enfin boucler des discussions qui traînent maintenant depuis plusieurs années entre les professionnels et la DGEC pour couvrir l'ensemble des cas de figure, des typologies de projets, des projets Greenfield, où il y a tout à construire, aussi des projets, par exemple, d'un site avec une cogénération qui arrive en bout de souffle et qui serait prêt à basculer sur de l'injection, ou des sites où le méthaniseur d'un industriel, par exemple, d'un industriel agroalimentaire est présent et qui souhaiterait basculer sur de l'injection, parce qu'il ne fait que torcher ou utiliser dans une chaudière son biogaz. Tous ces sujets sont sur la table. On a essayé, nous, de les mettre sur la table du ministère depuis longtemps, mais on n'a jamais eu, en fait, ce moment de cristallisation, où on regarde le sujet tarif, on le notifie à Bruxelles une bonne fois pour toutes, et avec un contexte des autres outils publics à côté qui soit stabilisé. Parce que, vous le savez, le biogaz a cette caractéristique donc d'être très capitalistique, et donc pour monter un projet, il faut non seulement un tarif de rachat du biométhane, mais il faut aussi des subventions à l'investissement de l'ADEME. Donc s'il y a une éventuelle remise en cause des niveaux d'aide de l'ADEME parce que le fonds chaleur n'est toujours pas doublé, vous voyez que si c'est donner d'une main et reprendre de l'autre, au final, le porteur de projet, quand il va aller voir son banquier et qu'il va devoir le convaincre que son projet est bon et qu'il a la rentabilité suffisante pour couvrir les risques de développement, de construction et d'exploitation, parce que le biogaz, on sait bien, au quotidien, je ne pense pas que Francis me contredira, c'est pas toujours très simple, il faut surveiller la biologie aux petits oignons. Bon, on n'a pas la rentabilité suffisante pour couvrir ces risques pendant toute la durée de vie du contrat, on ne va pas y arriver. Donc ce moment de cristallisation, on l'appelle vraiment de nos voeux. On a cru comprendre de la bouche de Virginie Schwartz qu'elle était prête à ouvrir ce débat. Il faut maintenant qu'on y aille fermement, mais surtout complètement. Ne prenons pas les choses par le petit bout de la lorgnette, mettons tout sur la table, le tarif, les subventions, les garanties d'origine pour le biométhane, qui sont aussi un élément de l'équation. Donc on le fasse bien et vite. À propos de l'origine du biométhane, est-ce qu'il y a un marché demain, je peux se poser la question, pour le gaz vert? Est-ce qu'il peut y avoir une différenciation valorisable sur le marché de la consommation? Là, il y a quelque chose en place qui marche, qui est franco-français, qui est la possibilité pour le producteur de biométhane, en même temps qu'il revend son gaz qu'il injecte, bien que ces molécules de gaz vert, elles soient accompagnées d'une étiquette, d'une traçabilité, ce qu'on appelle les garanties d'origine de biométhane. Et ça permet de construire derrière, avec les utilisateurs locaux du gaz, une démarche vertueuse, ou quelque part, par exemple, un réseau de chaleur. Alors là, je parle maintenant avec ma casquette Dalkia. Vous savez qu'on fait aussi des réseaux de chaleur chez Dalkia. Mais moi, je trouve ça intéressant que quand je produis du biométhane sur une station d'épuration d'une grande ville de province, je le fais par exemple à Tours, de se dire autant utiliser ce gaz vert sur l'agglomération Tourangelle grâce aux garanties d'origine. Donc ce dispositif existe.
il crée de l'appétence. Oui, il y a de l'appétence des consommateurs pour du gaz vert. Encore faut-il que la directive sur les énergies renouvelables, qui prévoit en fait de bouleverser ce système, n'aille pas au bout sur ce point-là. Donc là aussi, quand on discute avec Bruxelles, discutons de l'ensemble de la panoplie des outils. Merci, Monsieur de Montlivaud. On va rester sur le biogaz, Monsieur Claude Pierre, justement pour cette deuxième partie que je vous proposais tout à l'heure. Voilà, vous êtes vous-même aussi directement concerné par tous ces dispositifs. Alors, quelle est, dans le meilleur des mondes possibles, votre vision des choses pour les années à venir? Quels sont les messages Et alors, je veux revenir sur la fiche, sur la fiche que vous voyez tous, là, les bioénergies. Et dans la frise, il y a un tiers des dessins qui représentent le monde agricole. Donc déjà, je voudrais savoir combien d'agriculteurs qu'on est dans la salle. Hein, bon, voilà, on est très très peu. Alors que tout le matin, pendant toutes les tables rondes, j'ai entendu tous les intervenants qui parlaient d'agriculture, qui avaient leur vision d'agriculture, qui avaient des intérêts qui concernaient les productions agricoles et les filières. Mais nous, agriculteurs, on a du mal d'exister dans le débat. Bon, je vous remercie d'être invité. J'invite également tous les acteurs qui ont quelque chose à faire ou à décider dans l'agriculture à réfléchir pour qu'est-ce qu'ils peuvent faire à leur niveau pour qu'il y ait encore des agriculteurs demain. Parce que on est quand même assez solitaire, enfin assez seul. On est dans des situations. Moi, je vois autour de moi trop d'agriculteurs qui baissent les bras, des éleveurs qui abandonnent le métier. Alors qu'on a des perspectives jamais. Enfin, moi, j'ai un grand espoir dans le métier. On a un boulevard qui s'ouvre devant nous, tout simplement parce que l'agriculture est au cœur de tous les débats. De l'eau, de l'énergie, de l'alimentation, du climat, du retour au sol, de la dépendance alimentaire, enfin tout ce qui nous concerne dans nos besoins primaires. Pour que l'agriculture réussisse à relever tous les défis, il ne faut pas qu'on soit que des spectateurs, qu'on soit des acteurs, mais il faut aussi qu'on ait les moyens d'en vivre. Alors nous, sur notre exploitation, on a trouvé, grâce à la méthanisation, la possibilité de trouver une valorisation de nos sous-produits. C'est ce que j'ai entendu ce matin dans toutes les filières, comme dans la filière bois. La filière bois a aussi besoin de trouver une valorisation de ses sous-produits. Sans remettre en cause notre vocation première, hein, de nourrir les gens. Ce dont on est très fiers. Et c'est ce qui nous motive pour continuer et transmettre nos exploitations. C'est ce cœur de métier. Mais pour y arriver dans les bonnes conditions, dans les conditions qu'on va connaître dans les temps à venir, hein, on devra réussir à produire plus avec moins d'intrants. Ça s'appelle l'agroécologie. Et la méthanisation, elle s'inscrit complètement dans ce schéma. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui à réfléchir pourquoi cette filière a tant de mal de décoller. Peut-être qu'on a trop voulu parler uniquement de l'énergie renouvelable, alors que la méthanisation agricole, elle s'inscrit plus dans un projet global d'agronomie et de développement des productions agricoles. La méthanisation, elle nous apporte la sécurité dans la fertilisation, dans le fonctionnement de nos élevages et un revenu complémentaire. C'est une forme de diversification aussi pour vous ? C'est la meilleure diversification qu'on peut trouver pour réussir à être encore agriculteur demain. Éleveur surtout. Vous savez déjà aussi quelque part chargé de l'entretien de nos paysages. Maintenant, on vous propose aussi de vous investir dans l'énergie. Pour vous, vous le confirmez en tout cas, c'est pas une mode, c'est quelque chose de fondamentalement. Vous pouvez ancrer fondamentalement dans l'ensemble de l'exploitation. Pour moi, c'est ancré dans le fonctionnement de l'exploitation et ça s'inscrit dans le schéma d'une société qui veut plus de produits alimentaires de qualité sûrs, produits dans le respect de l'environnement, dans une économie relocalisée.
La méthanisation, je vais donner un petit exemple parce que j'ai entendu M. Pertuis qui parlait ce matin, dans les années 50, 30% de la sole des productions agricoles servaient à nourrir les chevaux, à nourrir la première forme de bioénergie avec l'avoine. Oui, voilà, bon, avec l'huile de coude des paysans aussi, c'est de l'énergie renouvelable. Et tout ça, ça a été remplacé par le pétrole. Hein. Donc, moi j'ai fait un petit calcul sur ma ferme. Si, du temps de nos grands-parents, il fallait 30% de nos productions pour faire l'énergie dont l'agriculture a besoin. Aujourd'hui, par la méthanisation, 2% des cultures, s'il y avait 2% des cultures étaient destinées... Ce serait suffisant ? Ce serait suffisant pour produire toute l'énergie dont l'agriculture a besoin. Et rien que ça, on a déjà du mal de le faire accepter, parce qu'on nous fait des procès d'attention, vous allez affamer le monde, bon... Voilà. Bon, moi, je fuis tout ce qui peut opposer les agriculteurs entre eux. Je suis plutôt dans... On va être dans une démarche de mettre en avant tous les points positifs de ce que représente la méthanisation agricole dans le domaine agricole, avec en priorité notre envie d'être des producteurs de nourriture de qualité pour les gens. Merci. Pour y arriver, on a besoin de se diversifier. Merci, Monsieur Claude Pierre, pour cet éclairage et puis justement des chiffres qui relativisent un petit peu les choses. Madame Olivier, je reviens vers vous. Comme promis, avant de nous tourner vers la salle, puis je demanderai à chacun de compléter par rapport aux freins et aux attentes que vous pourriez avoir à exprimer encore à ce stade, je vous propose effectivement d'y venir pour ce qui concerne la problématique des déchets. Malgré les évolutions positives que vous avez rappelées tout à l'heure, quelles sont vos aspirations pour les années à venir ? Alors, dans les freins et leviers, ce qu'on peut voir, c'est que par rapport à ce risque de compétition avec le recyclage, de l'énergie déchet avec le recyclage, la conséquence quand même, c'est aujourd'hui des communications européennes comme le Waste to Energy qui s'est traduit par quasiment qui s'est traduit par il faut plus aider le développement des unités de valorisation énergétique, il faut plus les développer, alors que tout le rapport technique qui avait été fait, c'était comment on optimise ces outils et comment on profite du potentiel énergétique disponible. Voilà, donc les conséquences de ce risque, en fait, ça donne lieu aussi, par exemple, dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, il n'y a pas d'objectif chiffré sur le développement de l'énergie produite à partir des unités de valorisation énergétique ou à partir des unités des centres de stockage. Même si on parle bien du résiduel, bien sûr, il y a encore un potentiel. Une fois qu'on a fait le recyclage, il y a des déchets résiduels, il faut les traiter et si on peut récupérer l'énergie à cette occasion, c'est quelque part de l'énergie disponible pour les territoires et pour développer économiquement les territoires. Donc c'est vrai que si on regarde depuis 10-15 ans, la majorité des usines de valorisation énergétique se sont développées loin des consommateurs et c'est vrai que c'est dommage puisque s'il n'y a pas de consommateurs, il est difficile d'avoir une efficacité énergétique plus importante que celle qu'on a. Il faut quand même faire le constat qu'on a beaucoup évolué. Si on regarde entre 2008 et 2014, on a 50% d'énergie thermique en plus produite à partir des usines de valorisation énergétique, à partir du même nombre d'usines quasiment. Donc on voit que c'est l'efficacité énergétique qui doit évoluer. Quand on regarde le plan déchets, il n'est pas envisagé de développer les capacités nationales de ces unités de valorisation énergétique, mais il est bien prévu d'augmenter l'efficacité, de saturer ces usines pour atteindre in fine les objectifs. Voilà, donc aujourd'hui, ce qu'on voit au niveau des freins, on avait jusqu'à présent des soutiens à l'électricité produite à partir de ces unités d'incinération qui ont permis, entre autres, qui ont permis de développer, d'avoir un parc à évoluer de 36% en cogénération, donc avec une meilleure efficacité énergétique. Et c'est vrai que ces dispositifs de soutien sur l'incinération comme sur la valorisation énergétique du biogaz issu des centres de stockage, ces dispositifs de soutien sont aujourd'hui bloqués au niveau européen. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'incitation sur l'électricité produite à partir de ces unités.
Donc, ça, on voit qu'on a quand même de très beaux exemples en France où de nouvelles activités se sont implantées autour de ces unités qui disposent d'énergie thermique. On a d'exemples de serres agricoles qui se sont implantées à côté d'un centre de stockage. On a des industriels qui se sont implantés il y a 15 ans en France pour bénéficier de l'énergie thermique issue de l'incinération et qui sont toujours là, en fait, parce que c'est une énergie qui est compétitive avec une visibilité dans le temps. Voilà, donc il faut bien sûr respecter la hiérarchie des filières de traitement de déchets, bien sûr faire le recyclage en amont, mais pas forcément condamner en aval des outils de traitement dont on a besoin et qui sont une vraie opportunité pour les territoires. Merci. Voilà, alors je ne sais pas si vous voulez qu'on aborde le sujet des CSR, qui est la filière un peu nouvelle. Alors 2 mots là-dessus, si vous voulez, bien sûr, oui, parce que ça fait partie aussi de la prospective qui nous intéresse. Oui, tout à fait. Donc en fait, je disais, le parc d'usines d'incinération n'est pas amené à évoluer en termes de capacité nationale. Par contre, c'est vrai que on a un objectif de développement, enfin, on ne peut pas parler d'objectif, mais en tout cas une volonté de développement de la filière des combustibles solides de récupération. Il y a toute une réglementation qui s'est mise en place en 2016, quelque part pour prendre en compte les attentes donc, des parties prenantes sur l'incinération, à savoir le respect de la hiérarchie des filières de traitement de déchets. Donc, créer une filière réglementairement qui n'est pas en compétition avec le recyclage. Donc ça, c'est le premier point. Qui soit compatible avec les autres objectifs. Tout à fait. Et donc, ce combustible solide de récupération, il est produit à partir de refus de tri, refus de traitement de déchets. Donc, l'étape de recyclage a eu lieu en amont. On ne peut pas brûler n'importe quel déchet dans une unité de production d'énergie à partir de CSR. Donc ça, c'est le premier verrou. Et le deuxième verrou, c'est que ces unités de production d'énergie à partir de CSR, elles sont dimensionnées en fonction du besoin de l'utilisateur d'énergie en aval. C'est-à-dire que dans l'absolu, on ne brûle pas une tonne de CSR si l'énergie n'est pas utilisée en aval. Et donc, du coup, on obtient une efficacité énergétique sur cette filière qui sera beaucoup plus importante. Alors, c'est une filière en devenir. Il y a un appel à projet de l'ADEME pour soutenir les investissements pour cette filière production d'énergie à partir de CSR, donc l'an dernier, qui a été renouvelé cette année. Le premier appel à projet a donné lieu à 3 projets retenus. Il y aura peut-être 2 ou 3 retenus cette année. On verra, les projets sont à remettre pour demain. Donc ça, c'est une première chose. Donc plutôt des projets adossés à l'industrie. Et en fait, le dispositif actuel de soutien ne soutient que la chaleur et du coup n'est pas adapté à l'alimentation de consommateurs d'énergie thermique intermittents. La priorité restera la production d'énergie thermique, mais c'est vrai que dans certains cas, comme pour alimenter des réseaux de chaleur, il faut absolument pouvoir valoriser en complément de l'électricité dans les périodes où on utilise moins de chaleur, tout simplement. Et donc là, c'est vrai que dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, il y a un projet de mettre en place un dispositif expérimental de soutien de l'électricité produite à partir de la filière combustible solide de récupération. Et donc, c'est vrai qu'on est très, je dirais, pressé d'avoir la mise en place de ce dispositif, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de projets, tant avec les industriels qu'avec des collectivités locales pour alimenter des réseaux de chaleur, qui ne peuvent pas voir le jour aujourd'hui avec le dispositif qui est en place. Merci Madame Olivier. Juste avant de nous tourner vers la salle pour une séance de questions, je me tourne vers les représentants de la filière bois-énergie. Si vous avez des choses à ajouter, Monsieur Jacquet, Monsieur Genoux, juste 2 mots complémentaires peut-être justement par rapport, de manière un peu plus prospective, à vos attentes sur les meilleures conditions pour continuer de favoriser la filière bois-énergie demain. Oui, on a commencé à l'évoquer tout à l'heure. Ce qui est indispensable pour la filière bois-énergie aujourd'hui, c'est de relancer la machine. On est arrivé à une situation de plateau. Tout le monde a voulu se faire peur par un hypothétique manque de disponibilité de matière. Et malgré ce que les professionnels de la forêt du bois indiquaient, eh bien, tout le monde s'est fait effectivement ce constat-là. Et ce constat, heureusement, il est tout à fait faux, puisque on est aujourd'hui totalement dans l'effet inverse, avec une surabondance de matière et plus de projets aujourd'hui pour les consommer. Donc, on a lancé une machine qui a beaucoup d'inertie. Avec des infrastructures, avec des zones de stockage, voilà, avec des matériels, des organisations, etc. Une filière qui s'est vraiment structurée et qui aujourd'hui ne trouve plus de débouchés. On est dans un paradoxe total.
Donc c'est vraiment la première priorité, c'est celle-ci, c'est de relancer cette machine et de vraiment accompagner, comme ça a été le cas pendant les 10 dernières années, l'essor de cette filière. Alors pour autant, il faut pas le faire non plus de façon désordonnée, et puis veiller à ce que la structuration reste raisonnée, raisonnable, durable. Donc ça suppose qu'il y ait un certain nombre d'accompagnements qui soient mis en place, mais mis en place en même temps, voire même en anticipant ce mouvement-là, et pas le faire de façon décalée comme ça a pu se constater récemment. Donc ces accompagnements, ils doivent se faire notamment en matière d'investissement au niveau forestier. Enfin, je pense notamment au renouvellement des forêts, aux investissements matériels éventuellement au fur et à mesure des besoins d'essor de cette filière, et beaucoup moins en dépenses de fonctionnement ou d'animation, comme ça peut être le cas également dans les derniers dispositifs mis en œuvre, puisque ces aides-là n'aboutissent pas réellement à une organisation, une structuration de la filière. Alors ça peut être, et c'est une des responsabilités des pouvoirs publics d'une part, mais ça peut être aussi la responsabilité de l'ensemble des membres de cette filière d'accompagner ce genre de mouvement. Je voudrais profiter d'être ici pour citer une initiative qui est à l'origine, dont les forestiers sont à l'origine, plus spécifiquement les coopératives forestières, mais avec l'ambition que ça devienne un projet réellement de filière, qui est un fonds de dotation qui s'appelle Plantons pour l'avenir, et qui aujourd'hui est un des instruments qui peut justement accompagner très très utilement le développement de cette filière biomasse. Et ça, tout le monde peut y contribuer avec un dispositif extrêmement efficace. Voilà, donc je voulais me permettre c'est l'occasion de le faire. de vous avez citer tout à ça. fait raison de profiter de cette tribune. Merci Monsieur Jacquet. Monsieur Genoux, alors on l'entend, les producteurs de bois énergie sont prêts déjà depuis un certain temps, se préparent encore à d'autres défis. Qu'est-ce qui manque pour relancer la machine, comme l'évoquait Monsieur Jacquet, pour relancer la demande et pour faire en sorte que redémarrent des projets structurants et qui soient durables et qui donnent cette fameuse visibilité dont tout le monde a besoin, comme on l'a dit? On sait qu'ils sont prêts, on les remercie parce qu'on ne leur a pas rendu la vie facile. Ils se sont structurés et ils sont plus que prêts, puisque aujourd'hui nous ne sommes pas capables d'assumer tous les besoins qu'ils sont capables de produire. Et pour répondre à votre question, beaucoup de choses ont été dites, je vais ne faire que les reprendre. Il faut taxer les énergies fossiles, il faut rendre plus compliqué un projet énergie fossile qu'un projet bois énergie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tellement normé de vouloir développer un projet bois énergie en matière d'émissions, en matière de rejet de cendres, qu'on a tendance à se réfugier sur les projets à énergie fossile, ce qui n'est pas normal. Ce qui me paraît aussi important, c'est de communiquer. Ça paraît tout simple à dire, mais je pense que des initiatives comme celle d'aujourd'hui sont vraiment un vecteur de communication très fort et très puissant pour nous, et très important, parce que si vous faites le test autour de vous aujourd'hui, et on en parlait ce matin encore, quand on parle d'énergie renouvelable, on a tendance à dire les énergies renouvelables c'est super, mais c'est intermittent et ça ne se stocke pas. Alors moi, c'est 100% de mon activité, je suis assez frustré d'entendre ça, quand on entend, et on l'a aussi entendu ce matin, 40% des énergies renouvelables, c'est de la biomasse. Donc il faut vraiment communiquer là-dessus pour vraiment faire savoir au grand public que la biomasse contribue énormément à l'atteinte de ces objectifs que nous ne parviendrons peut-être pas à atteindre, je le souhaite, mais on est sur une mauvaise trajectoire si on continue sur cette trajectoire-là. Je terminerai également en disant, et je voulais reprendre le propos d'Alain, il me l'a piqué. Vous êtes en phase au moins, visiblement. On est en phase. On trouve cette initiative Plantons pour l'avenir excellente. Et pour la meilleure preuve, on a considéré qu'on avait une responsabilité sociale et sociétale. Et on a décidé d'investir dans ce fonds également. Enfin, on pense que c'est vraiment quelque chose de très important de penser au-delà des projets court terme sur lesquels il faut des taux de rentabilité assez rapidement, de penser aussi à dans 20 ans, dans 30 ans, quand on aura peut-être trop utilisé cette biomasse. On est rassuré puisqu'on ne tape que sur la moitié de l'accroissement. Néanmoins, il faut quand même penser à replanter et c'est ce que nous faisons, nous, au sein du groupe Cofeli.
Merci, Monsieur Genoux. Je me tourne vers vous, donc, comme promis, pour vous permettre de poser directement des questions à nos intervenants, soit pour éclairer telle ou telle partie de ce qu'ils ont pu exprimer jusqu'à présent, soit pour vous-même vous exprimer ou contribuer aux réflexions. Comme vous venez de le dire, Monsieur Genoux, effectivement, c'est l'un des objectifs de ce type de journée et de ce colloque depuis sa première édition. Nous en sommes à la 6e, comme l'a rappelé Cyril Le Picard tout à l'heure. C'est cette interactivité, cette possibilité de partager des connaissances, d'aller plus loin ensemble. Donc si certains d'entre vous ont des choses à communiquer, n'hésitez pas non plus à profiter de ce moment pour ce faire. Monsieur Sadier, pardonnez-moi, si justement quelque chose vous a interpellé dans ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à y revenir, puisqu'encore une fois, je disais tout à l'heure, ce qui nous intéresse, au-delà du témoignage que vous avez bien voulu partager avec nous aujourd'hui, c'est votre regard de législateur pour ce que vous en savez, puisque c'est un sujet qui vous intéresse. J'imagine que vous participez, vous passez par des commissions dans lesquelles vous entendez ce genre de problématiques. Alors, je disais tout à l'heure, c'est un petit peu cette table ronde, le comptoir des doléances. Bon, parfois, à entendre certains propos, sans être provoquant, on aurait pu croire que ça pouvait devenir un bureau des plaintes, parce qu'il y a effectivement pas mal de dispositifs, soit qui n'arrivent pas, soit qui arrivent à contretemps, soit qui sont de véritables retours en arrière pour certaines filières. Est-ce qu'on entend ça au niveau national et au niveau européen? Est-ce que vous avez l'impression que certaines discussions ont des chances d'avancer? Et si oui, dans quel sens? Alors, sans vous demander de dévoiler quelconque secret sur les discussions qui pourraient avoir lieu et dont vous pourriez avoir connaissance, mais c'est vrai que c'est le moment aussi peut-être de vous entendre pour avoir un peu la température, voilà, pour parler familièrement. Oui, alors d'abord, je sors d'un mandat dans l'opposition et manifestement, j'en rattaque un dans l'opposition. Donc, au niveau des décisions, je ne suis pas forcément celui qui va vous annoncer beaucoup de choses aujourd'hui. Simplement, la difficulté, tous les grands projets qui ont été exposés par les uns et les autres ont un calendrier qui est complètement différent du calendrier politique, à la fois national et européen. Il faut 10 ou 15 ans pour mettre en place une filière, et dans les 10 ou 15 ans, vous aurez 3 élections présidentielles, 3 élections législatives et des changements de majorité dans différents pays européens. C'est la difficulté. Le troisième élément, et c'est pour cela, moi, que je le dis à mes interlocuteurs, je suis président du Conseil national de l'air, donc je suis particulièrement sensible à ces enjeux sanitaires. Voilà. Moi, je pense que le prisme de l'énergie ne suffira plus. Si vous n'avez pas d'autres éléments qui viennent appuyer vos stratégies et vos politiques et qui obligent, pour des questions notamment sanitaires, les pouvoirs publics à avoir de la continuité, je pense que vous serez sans arrêt soumis au yo-yo. Pourquoi ? Parce que la difficulté d'un gouvernant et d'un gouvernement, on l'a connu sur les 10 dernières années, c'est que quand vous avez une crise économique, quand vous avez la crise des subprimes, quand vous avez d'autres crises qui ont posé quelques problèmes de gestion à l'ancien président de la République et qui, à mon avis, vont en poser quelques-unes au nouveau président de la République, trop souvent, et c'est un député engagé, les gens me connaissent un petit peu, je pense qu'on ne peut pas me faire le procès de ne pas être sensible à la cause environnementale, trop souvent, la cause environnementale et vos projets sont la variable d'ajustement économique pour ajuster au dernier moment les différents budgets de l'État. Voilà. Donc il faut sortir de ça pour que vous ayez de la durée, et je pense que pour sortir de cela, le seul argument de la biomasse, de la bioénergie, etc. ne suffit plus. Il faut y apporter d'autres arguments en complément. Et moi, j'en ai un. C'est que, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un enjeu. Je pense que, je le dis souvent, les 20 ou 30 dernières années ont été l'enjeu de la qualité de l'eau. Ça ne veut pas dire que le débat sur l'eau n'est pas terminé, mais on a fait des gros progrès et aujourd'hui, tout le monde prend en considération les enjeux de la qualité de l'eau. Je suis persuadé, je suis président du Conseil national de l'air depuis 7 ans maintenant, je suis persuadé que le siècle qui vient, l'enjeu majeur sanitaire du siècle qui vient va être la qualité de l'air. Et pour répondre et pour relever le défi de la qualité de l'air, c'est pas compliqué. Il y a un sujet sur les transports, il y a un sujet sur l'isolation de nos bâtiments et il y a un sujet sur la source d'énergie, à la fois pour chauffer et pour refroidir nos bâtiments. Et donc là, eh bien, je pense qu'il y a une porte d'entrée pour faire en sorte que les projets qui ont été évoqués ne soient plus la variable d'ajustement des différents gouvernants. Voilà, je m'excuse, je veux bien répondre à une ou deux questions, mais après, il faut que j'aille à l'ouverture de la session vous devez extraordinaire y aller, bien du sûr, Parlement. Mais on vous en excuse par avance, n'hésitez pas à nous quitter quand bon vous semblera, bien évidemment. Y a-t-il justement prioritairement une question pour Monsieur Sadier, si quelqu'un
souhaitez l'interpeller à ce stade, n'hésitez pas à vous manifester. Sinon, je vous propose de vous excuser, Monsieur Sadier, et puis vous nous quittez en toute simplicité. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Merci encore. C'est l'occasion de rappeler et de vous applaudir. De rappeler cette bonne volonté que vous avez mise à nous rejoindre et à être vraiment présente parmi nous aujourd'hui comme vous étiez engagé. Pas d'autres questions. Cyril Le Picard, pour une petite transition, si vous le voulez, parce qu'il nous reste encore un petit peu de temps pour cette table ronde et je voudrais peut-être réinterroger une fois ou deux certains de nos intervenants. Alors, je voulais m'adresser à Francis Claude Pierre. Cet été, j'ai des copains agriculteurs chez moi, en pleine campagne, et je leur ai parlé de méthanisation, et ils me disent qu'ils n'ont pas d'argent pour le faire. Est-ce que c'est la première raison du non-succès actuel de la méthanisation agricole ? En d'autres termes, quel est le vrai frein par rapport à un marché énorme qui doit exister en France ? Attendez, on va vous retrouver. Voilà, le micro qui était resté là-bas. Oui, aujourd'hui, c'est un vrai frein, parce qu'il y a encore quelques années, on avait un taux de subvention qui variait entre 20 et 35%, en additionnant de l'ADEME, de la région, du FNADT, enfin un peu tout ce qu'on pouvait trouver. Ce qui nous permettait, quand on allait vers le banquier, de prouver d'un apport personnel. Il prenait ça en considération. Aujourd'hui, on va dire qu'avec l'augmentation du tarif, les subventions, elles sont plutôt dans le tarif d'achat que dans le taux d'investissement. Les banques demandent aux agriculteurs de s'engager sur leurs biens propres, sur leurs terres, ce qui est un repoussoir pour un agriculteur. Alors, aujourd'hui, pour qu'il y ait une nouvelle dynamique, il faut un phénomène déclencheur qui serait la création d'un fonds de cautionnement mutuel, qu'il faudrait avoir des prêts à taux zéro, comme dans la construction des maisons individuelles, sur un temps qui est aussi long que le contrat d'achat, on va dire. Nous, on ne veut pas revenir sur les tarifs et les contrats d'achat. Pour nous, aujourd'hui, ils sont bons. Il y a surtout aussi le fait... chaque projet aujourd'hui, la première question qu'il doit se poser, c'est est-ce qu'il maîtrise la ressource en matière localement, pour ne pas être obligé, comme on a vu ce matin pour un contre-exemple de bois, ou être obligé d'apporter après... Parce que quand on retraite des effluents d'élevage, des déchets, tout ça, dès qu'on commence à faire trop de kilomètres sur la route, le système devient de moins en moins vertueux. La méthanisation, c'est surtout de l'économie circulaire locale. Donc, moi, je voudrais rappeler, j'ai appris à mes débuts avec Dalkia que l'électricité produite localement et consommée localement était 2 fois plus vertueuse que celle qu'on transporte à l'autre bout de la France. Donc, nous, agriculteurs, forcément, on est proche de la ressource en biomasse, parce qu'on en produit, parce que nos filières en produisent. Tout ça... Parce qu'on vous en propose aussi aujourd'hui, on parlait ce matin. De moins en moins. Il y a une concurrence sur les matières intéressantes, forcément. Il y a des projets de type industriel qui sont mieux placés que nous au niveau réglementaire pour capter certains gisements intéressants. Néanmoins, nous, en tant qu'agriculteurs, dans les business plans, à l'époque, on avait aussi une rémunération de prestations de déchets, ce qui disparaît tous les ans. Moi, j'ai commencé avec... je facturais à ceux qui m'apportaient des produits. Aujourd'hui, je paye le transport. Et encore, quand la matière est gratuite. Bientôt, on va payer tout ce qu'on y met. Dites, pour notre gouverne, pour bien comprendre les choses et les ordres de grandeur,
évidemment, je supposais à travers la question de Cyril Le Picard qu'il y avait également la nature de l'investissement en tant que tel, qui est aussi de l'investissement important par définition. Voilà. Qu'est-ce que ça représente par rapport à d'autres activités agricoles comme je sais pas, le matériel d'un céréalier ou un élevage laitier avec le matériel de traite, etc. Qu'est-ce que ça représente dans une exploitation en proportion pour avoir quelques ordres de grandeur? On va dire qu'aujourd'hui, une installation en cogénération. Moi, je suis en cogénération. Alors, en injection au biométhane, je ne possède pas les chiffres dans ma tête. Mais en cogénération, on est de l'ordre entre 5 et 7 000 euros par kilowatt de puissance installée. Hein. Ce qui, pour une installation comme la mienne, 250 kilowatts élec, on est à 1 400 000 euros. Hein. C'est à l'échelle d'une petite exploitation familiale comme la nôtre. Nous, on a 70 vaches laitières, 110 hectares, 1 500 000 euros d'investissement dans une diversification, c'est énorme. Ouais. Hein. Bon, nous, on y trouve notre rentabilité parce que ça fait plus de 10 ans qu'on y est. On a eu des subventions, on les a accueillies avec bonheur, mais on n'avait pas le prix de vente qu'on a aujourd'hui. J'ai commencé en 2002 avec 6 centimes d'euros du kilowattheure élec. 6, on a eu 8, 10, 12, on a eu 14, 15, 16, maintenant on est à 22, 5. On est les rois du monde, hein, parce que notre installation, elle est amortie. Mais bon, c'est sûr, on ne devrait pas non plus toujours dire des choses comme ça. Parce que c'est un cas particulier. Je souhaiterais qu'il soit vous faites partie des pionniers, donc c'est normal aussi. Je souhaiterais qu'il soit reproductible à l'infini, mais ce n'est pas le cas. Il y a quand même un phénomène positif, c'est qu'à l'époque où c'était institué que chaque projet il partait avec 30-40% de subvention, ça coûtait 10 000 euros du kilowattheure élec installé. Donc quand les subventions baissent, les constructeurs s'adaptent aussi au marché. Mais il y a un plafond. Donc nous, on a une chance en France, enfin une chance, puisqu'on est en retard par rapport à tous les autres pays, la chance qu'on a, c'est d'avoir l'occasion de ne pas reproduire les erreurs qui ont été faites dans les pays alentours. Donc aujourd'hui, on a la possibilité. Oui, j'ai entendu ce matin 2 choses. On va manger moins de viande, ouais. Il faut faire le constat. C'est une mode qui progresse. Les éleveurs, d'un autre côté, ils disparaissent petit à petit, malheureusement, parce qu'ils ne trouvent pas le moyen de vivre de leur métier. Et puis il y a une politique anti-viande, enfin une mode. Alors, de plus en plus, l'élevage va laisser libre des prairies. La France est couverte de prairies. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour l'érosion, c'est bon pour la qualité de l'eau. La qualité de l'eau, ça recoupe tout ça. Or, nous, si on a la possibilité un jour de devenir végétarien, on ne deviendra pas herbivore. Il faudra utiliser ces masses d'herbes disponibles si on veut continuer à faire de l'agroécologie, parce que l'herbe est indispensable dans le cycle, dans les rotations de culture. Or, aujourd'hui, pour faire de la méthanisation, clairement, on n'a pas le droit de cultiver de l'herbe pour en faire du biogaz. Donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on milite pour que ça change. Hein. Merci, monsieur Claude Pierre. Monsieur de Montlivaud, ça vous inspire une réaction ? Oui, un complément à ce qu'a très bien dit Francis, c'est pour juste mettre des chiffres après derrière la complexité d'un projet biogaz et parler en termes de TRI, taux de rentabilité interne. C'est un sujet sur lequel on joue au chat et à la souris avec les pouvoirs publics et notamment avec la CRE. Pendant tous les débats sur le passage de 15 à 20 ans, on leur a expliqué par A plus B, en ouvrant nos livres, les agriculteurs, les non-agricoles, on a montré les chiffres, on a montré l'importance de nos pertes et on a chiffré les risques, ce que représentaient les risques de l'activité biogaz. Et que par conséquent, pour couvrir ces risques, il fallait un TRI plus élevé que celui admis par la CRE, qui est un TRI qui considère qu'il vaut pour toutes les énergies renouvelables. Et là, vraiment, il faut s'inscrire en faux. C'est trop simple. On ne peut pas simplifier des sujets comme cela.
Poser un panneau solaire avec des prix d'achat du panneau qui ont été sécurisés en amont, ce n'est pas la même chose que de bosser pendant 3-4 ans sur des autorisations administratives et un bouclage de projets de méthanisation, le construire et le délivrer en temps et en heure, et ensuite le faire tourner, faire fonctionner la biologie, avoir le Travailler produit. avec du vivant, déjà, par définition. Voilà, donc on a risque plus élevé, obligation de rentabilité. Et pourquoi je dis tout simplement obligation? C'est parce que quand vous allez voir votre banquier, il s'en fiche de ce que dit la Creux. Lui, il veut couvrir ses risques que le porteur de projet ne puisse pas rembourser l'emprunt. Donc là-dessus, Jean-Louis Bal, et je l'en remercie, a saisi le président de la Creux, qui était censé réfléchir sur le sujet à de multiples reprises, et cet été est revenu sur les choses. Il y a des travaux au sein de la Creux, mais la Creux ne veut pas les partager avec nous. Et ça, il faut vraiment qu'on sorte de ça, parce que on ne s'entendra jamais sur des niveaux de tarifs si on n'est pas d'accord sur ce critère numéro 1, quelle est la cible de TRI. Donc vraiment, sur le biogaz, si on n'arrive pas à poser les choses et à sortir de ce dogme que toutes les énergies renouvelables ont le même besoin de rentabilité, on n'arrivera à rien. Merci, monsieur de Montlivaud. Je me tourne encore une fois vers vous. Je ne sais pas si c'est l'heure avancée de la journée qui manque de vous inspirer quelques questions. Monsieur, on va vous passer la parole. Donc, vous avez déjà le micro, monsieur. Donc, priorité. Il s'agit de Serge Verdier, sauf erreur, qui participait à une de nos tables rondes ce matin. Oui, rebonjour. Donc pour revenir sur les commentaires qui ont été faits par monsieur Claude Pierre sur le fait que nous avions la chance d'être en retard, et pour revenir sur la demande de Pierre de Montlivaud que la DGEC, que ce soit le bureau de l'électricité ou le bureau du gaz, puisque ce sont deux bureaux différents, d'après ce que j'ai compris, mettent les choses sur la table. Je voudrais là aussi partager les questions que se posent les méthaniseurs de l'autre côté de la frontière du Rhin, enfin de l'autre côté du Rhin, avec les 9000 méthaniseurs présents en Allemagne. Et donc là, ils sont justement en train de travailler sur, puisque ces premiers méthaniseurs vont sortir des mécanismes de soutien, et ils sont en train de travailler sur comment optimiser la valeur du biogaz qui est produit, et notamment donc en travaillant sur la flexibilité. Est-ce que je dois produire de l'électricité de 18 à 22 heures et puis à la fin du film, je refais du gaz? Est-ce que je dois produire du gaz pendant l'hiver et de l'électricité pendant le mois d'août, puisque le réseau de gaz ne permet pas de prendre... il n'y a pas de consommateur de gaz à ce moment-là sur l'année. Est-ce que je dois stocker du gaz, etc. Donc, même si aujourd'hui nos sites, nos procédures de soutien étant plus anciens, on n'est pas encore à la sortie de ces mécanismes, et comme le disait M. Claude Pierre, les sites déjà amortis sont relativement rares, mais cela va venir dans les quelques années qui viennent, dans les 5, 6, 10 ans qui viennent. Et donc préparons-nous à cela, et le fait d'avoir le maximum de flexibilité au niveau des sites, le maximum d'ingéniosité, même dans la gestion des réseaux, sera certainement un élément qui nous permettra d'être plus compétitifs et de préparer l'avenir où nous aurons moins besoin de soutien, en plus bien sûr de l'idée de la valorisation des autres points favorables du biogaz à part l'énergie. Merci. Cela nous permet de revenir justement sur les complémentarités que nous avons évoquées ce matin. En voilà une autre par rapport à la complémentarité des bioénergies entre elles. Et justement, M. Sadier disait tout à l'heure, recommandait, suggérait d'ajouter à la liste des arguments autres que les arguments classiques que l'on a l'habitude de mettre en avant concernant les bioénergies. Est-ce que cela en fait partie? Je vous laisse répondre, monsieur Claude Pierre. Nous, on n'a pas attendu ça pour réfléchir qu'est-ce qu'on ferait à la fin de nos contrats. Donc, depuis un moment, on se pose la question, pourquoi, alors que c'est si facile de stocker dans une journée notre biogaz sous la géomembrane, de ne pas produire 2 fois plus aux heures pleines et moitié aux heures creuses? Tout le monde le fait dans son chauffe-eau électrique. Et nous, il y a un simple réglage d'une horloge, on pourrait le faire. Mais bon, il n'y a pas de tarif qui est prévu pour ça, alors que ça serait ça répond à un marché. Et ça serait facile à mettre en œuvre. Ben oui, moi, il me semble que s'il y a un marché de l'électricité, c'est le marché des heures de pointe. Et moi, je suis convaincu qu'aucune économie ne survit avec des subventions si elle ne s'adapte pas à son marché. Bon, ça, c'est des choses à progresser.
C'est vrai, pardonnez-moi, juste pour aller dans le sens, mettre de l'eau au moulin de Monsieur Verdier, pour reprendre l'exemple d'Outre-Rhin, où il y a aujourd'hui donc avec les bourses d'énergie, où il y a effectivement une valorisation tout autre pour certaines bioénergies, à partir du moment où elles arrivent au bon moment. Ouais. Voilà. Mais je veux reprendre encore une fois ce qu'a dit Monsieur Sadier, et je suis très content de l'avoir entendu de sa bouche. C'est une vraie stratégie qu'on doit s'imposer en méthanisation agricole, de ne plus parler de la méthanisation agricole que sur l'angle des énergies renouvelables, de l'énergie renouvelable. On doit absolument parler de l'implication de la méthanisation dans un vrai projet agricole de production, de protection de l'environnement et d'occupation du territoire, d'énergie locale, de circularité. Voilà. Il a tout à fait raison. Merci, Monsieur Claude. Je peux ajouter un petit mot, j'ai entendu ce matin, on doit rendre les énergies renouvelables populaires. Alors moi, un petit exemple, que chez nous, on a créé ce qu'on appelle dans la communauté de communes la route des énergies renouvelables. Alors on a une salle d'accueil où on accueille le public pour montrer ce que c'est, communiquer sur la méthanisation. Les gens, ils font le tour, ils vont aux éoliennes, ils vont à la chute d'eau et aux panneaux photovoltaïques. Parce que vous faites aussi de l'hydroélectricité. Oui. Alors, quand le pétrole était à $100 le baril, on avait un bus tous les jours. Depuis qu'il est redescendu à 40, on n'a plus personne. On va même fermer la boutique. C'est un peu le constat amer qu'on fait. Merci. Monsieur le journaliste, vous avez le micro pour une autre question. Oui, s'il vous plaît. Donc, on nous a annoncé depuis ce matin, effectivement, qu'il y avait maintenant cette prise en charge à hauteur de 40% des raccordements dans le cas d'une injection du biogaz. Ce que je voulais savoir, c'est que rien n'est gratuit, donc il va y avoir une péréquation économique de fait quelque part. D'où vont venir ces 40% et quel va être l'impact sur le prix du gaz vendu aux consommateurs en finale? Merci. Monsieur de Montlivaud. Alors le principe, en fait, il est simple, il se rapproche de ce qui existe pour l'électricité avec la TICFE, taxe sur la consommation d'électricité, qui finance le coût des obligations d'achat d'énergie renouvelable. Là, c'est le même principe, c'est-à-dire tous les consommateurs du gaz payent dans leur facture de gaz également des taxes qui correspondent au coût du réseau. Et donc c'est ce budget-là qui financera cette prise en charge des 40%. Alors, quand on voit qu'aujourd'hui, le coût de l'obligation d'achat d'injection de biométhane, qui permet pourtant de passer d'un prix du gaz de marché de l'ordre de 30 € à 100 €, ça se traduit même pas en centimes sur le coût de la facture de gaz. Je pense que le coût pour le consommateur de cette mesure sera sera quasiment indétectable dans le prix de la facture. Malheureusement, parce qu'il n'y a pas encore assez de projets. Voilà. Merci pour cette explication. Je me tourne une dernière fois vers vous, sans regret. N'hésitez pas à vous manifester encore une fois tant qu'il en est encore temps. Je vérifie qu'il n'y ait pas d'autres mains levées. Oui, Monsieur Rialan, bien sûr, j'allais vous proposer de compléter ce tour d'horizon et de revenir un petit peu sur ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Ça me faisait penser à quelque chose également, sans parler de choses qui fâchent, mais pardonnez-moi, suite à la réflexion de monsieur, le côté on vous donne d'une main, on reprend de l'autre. Je pense à la taxation des carburants qui risque d'augmenter aussi demain. On ne sait pas encore ce qu'il adviendra, enfin je ne sais pas tout ce qui est prévu. On ne sait pas encore ce qu'il adviendra des biocarburants et quel sera leur avenir dans des contextes de fiscalisation de cet ordre. C'est justement en rapport avec ça, je voulais intervenir en complément. Mon voisin a indiqué qu'il fallait taxer davantage le carbone fossile. Ça existe déjà en France. Ça s'appelle la contribution climat-énergie. Donc c'est une taxe carbone à la française, mais qui ne dit pas véritablement son nom. Elle est mise en place depuis 2014 et elle intègre le prix de la tonne de CO2 émise. Prix qui ne cesse d'être réévalué année après année. Donc en 2017, je crois qu'on est à 30,50 € la tonne de CO2 et il est prévu une accélération de la trajectoire pour porter le prix de la tonne de CO2 à 44 €, je crois, en 2018. Et la façon dont elle est appliquée est de notre point de vue, une anomalie, puisque donc elle est appliquée à l'ensemble des énergies, hormis l'électricité.
donc les carburants liquides en particulier, le gaz également, sauf que elle ne distingue pas dans son application le carbone d'origine fossile du carbone d'origine renouvelable. Ah oui, donc ce qui est en contradiction totale avec l'article 1 de la loi de transition énergétique, qui dit que cette contribution climat-énergie doit être cantonnée au carbone fossile. Donc dans les faits, ça n'est pas appliqué, c'est quand même très embêtant. Et c'est également en contradiction avec toute la logique de la réglementation européenne en matière de CO2 d'origine renouvelable, puisque la biomasse, de façon générale, est considérée réglementairement dans l'Union européenne comme ayant un facteur d'émission nul. Donc, s'il y a une autre demande, et là qui vaut autant pour les biocarburants que le biogaz, ce serait d'appliquer ce qui est écrit dans la loi, et donc de neutraliser la contribution climat-énergie pour la composante renouvelable des carburants liquides et gazeux quand il s'agit du biogaz. Voilà. Merci pour cette remarque. Pour terminer, je suis tenté de vous ressolliciter, monsieur de Montlivaud, et je vais tenter une nouvelle charge par rapport à ma question récurrente de la journée. Qu'est-ce qui vaut aux bioénergies d'avoir si mauvaise presse dans certains milieux, à tous les niveaux d'ailleurs, toutes sortes d'organisations et pas seulement politiques. Mais voilà, je reviens encore sur la suggestion de M. Sadier. On sent bien qu'il y a un problème de communication ou d'argumentaire quelque part. Soit il y a de la défiance de la part des populations, de la part de nos concitoyens. Il y a des craintes, il y a le principe de précaution, il y a des malentendus. On l'a dit ce matin, notamment avec la forêt, avec l'exploitation qui en est faite. Tout de suite, on pense déforestation au niveau global, mais on ne sait pas du tout ce qui se passe sur son propre territoire. Qu'est-ce qui vaut à ces bioénergies de rencontrer autant d'inimitié parfois par rapport à d'autres énergies renouvelables, pour ce que vous en savez et ce que vous en vivez au quotidien? Si vous me permettez, je ne vais être pas complètement d'accord sur le diagnostic. Alors c'est normal qu'on exprime chacun nos difficultés et le fait qu'on subisse des critiques injustifiées. Mais pensons 2 secondes aux soucis qu'ont les porteurs de projets éoliens en termes d'acceptabilité. Fort heureusement, quand on développe une belle chaufferie bois avec un réseau de chaleur derrière, on a rarement le même type d'opposition locale. Ceci étant, ça n'est jamais gagné d'avance. Et donc c'est effectivement le rôle de chacun d'entre nous de continuer à faire de la pédagogie. Parce que pour moi, le premier travers de nos bioénergies, ça a été bien dit, c'est qu'elles soient absolument pas connues en fait, à hauteur de leur importance dans le mix énergie renouvelable. Il y a un déficit de connaissances. Et donc, ce qui est fait par la filière énergie renouvelable, mais pas que, moi je rejoins, il faut qu'on porte un message plus global. Donc là, je me tourne vers mon président, qui n'est pas que président de CRFBE, qui a également des responsabilités éminentes dans la filière bois. C'est un exemple de ce qu'on doit être capable de faire, c'est-à-dire de porter avec les différentes dimensions des filières économiques auxquelles nous participons. Donc quand la filière bois, dans son ensemble, communique sur le bois en France et tous ses usages, dont l'usage énergétique, voilà qui fait progresser les choses. On a besoin que nos concitoyens aillent au bout du raisonnement, qui est de se dire on est un grand pays agricole, on est un grand pays forestier, et on sait en tirer avantage. Oui, Madame Olivier, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais juste réagir. Je n'ai pas parlé tout à l'heure du bois déchet, et donc on est aussi un pays qui recycle de plus en plus. Et de plus en plus de bois déchets issus de la filière ameublement, qui est en plein développement. Et on a aujourd'hui un vrai enjeu à trouver des débouchés à ce bois qui est trié et qui est du bois, bien sûr, issu de meubles. Ce n'est pas des meubles en bois massif, comme on peut bien l'imaginer. Donc ce n'est pas un bois qui peut sortir du statut de déchet, comme on l'a évoqué ce matin, pour aller dans une filière biomasse. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas de débouchés. Les débouchés en panneaux de particules sont aujourd'hui saturés. Et on exporte toutes les semaines des bateaux vers la Suède ou le Danemark, alors que c'est quelque part un potentiel énergétique très important. On évalue à en gros 300 000 tonnes de manque de capacité pour cette filière issue de l'ameublement.
donc de bois déchets. Et si on ajoute le bois déchet issu de la démolition, on doublerait ce volume. C'est en gros 600 000 tonnes de bois déchets à moyen terme pour lesquels on n'a pas d'exutoire. Donc il y a un travail à faire. Je pense qu'il y a un travail à la fois réglementaire et un travail pour favoriser le développement de projets. Mais je pense que le premier sujet, c'est un travail réglementaire. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de filière. Si on parle du combustible solide de récupération, le modèle économique ne peut pas fonctionner avec ce type de bois. Et c'est des quantités énormes. Merci Madame Olivier pour cette autre information, cet autre éclairage. Monsieur Claude Pierre, un dernier mot, si vous voulez bien. On arrive vraiment à la fin de cette table ronde. Un dernier mot, mais c'est pas à moi de parler du bois, c'est pas mon sujet. Mais pourquoi vous parlez jamais, quand vous utilisez le bois d'œuvre en ameublement ou en construction, que c'est du carbone qui est stocké durablement? C'est quand même un message qui est assez bien exprimé aujourd'hui, mais vous semblez dire que ce n'est pas suffisant. Ouais. Je juste dire un tout dernier mot puisque je suis agriculteur, alors le bon sens paysan. Alors mon papa, qui aura 92 ans, il a toujours géré sa petite forêt privée, et il m'a toujours dit, quand on coupe un arbre, il faut en replanter 2. Donc tout ça, c'était juste pour dire un petit mot que la forêt privée, elle n'est peut-être pas partout aussi mal gérée que ça. Merci, Monsieur Claude Pierre, pour ces mots en guise de conclusion. Merci. Non, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Pierre. Tu n'étais pas là ce matin, mais donc je vais redire ce que j'ai dit ce matin. Sur l'image de marque des bioénergies. Je suis absolument pas d'accord sur le fait qu'on ait une mauvaise image. C'est la façon de l'exprimer qui est important. C'est-à-dire la qualité de l'air. La forêt française, c'est le premier réservoir d'oxygène de France. Il faut que ça se sache, d'accord ? Bon. Et ça veut dire qu'on aurait 1 euro sur les 44 euros de la taxe carbone, ça nous rapporterait 180 millions et on paierait la différence entre le gaz et le bois. Je veux dire, il y a des solutions et il y a surtout une évolution, une force en mouvement sur les bioénergies. Je ne vais pas faire ma conclusion maintenant, mais je voudrais que vous soyez tous conscients que c'est une force en mouvement extrêmement positive pour l'avenir de la forêt, des déchets, je ne vais pas oublier les déchets, et pour l'ensemble des filières. D'accord ? Et c'est vrai que la forêt privée est publique, enfin la forêt privée est bien gérée, monsieur. Je le confirme. Merci Cyril Le Picard, et je vous propose dans la foulée de remercier également par quelques applaudissements nos intervenants. Le temps pour eux de